Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et l'un des mis en cause pour le meurtre de Patrick Lanis lors des fêtes de Bayonne traîne un lourd passé judiciaire. Cet homme de 27 ans a été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises de Paris en 2021 pour viol en réunion, vol aggravé et escroquerie. Et après un peu plus de 3 ans derrière les barreaux, il est sorti de prison en janvier dernier sous le régime de la libération conditionnelle après une période de semi-liberté. Et est-ce que pour vous, les aménagements de peine sont responsables d'une partie de la récidive ? Pourquoi le système judiciaire français organise des sorties aussi anticipées de personnes ayant fait des actes particulièrement graves? Est-ce que la justice française est trop laxiste? Parlons vrai, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, faut-il supprimer les remises de peine? Vous dites oui à 83%. Et notre expert pour en parler, Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Philippe Bilger, c'est une question un peu provocatrice. Alors, je ne voudrais pas être trop long, Cécile, Philippe, là-dessus. Il y a un commentaire très court, c'est non juste l'automatisation des remises de peine. Que dit Jackie Bordage? Ah oui, non, moi ça fait longtemps, mais en pure perte, total désespoir de cause, que je considère que je ne vois pas la ligne directrice qui fait que on considère qu'une peine, notamment criminelle, ne doit pas, dans son principe, être intégralement exécutée. Et donc, à partir de là, il y a en permanence des aménagements. Et parce que ça résulte d'une idée que je trouve faussement humaniste, c'est-à-dire que, étrangement, lorsqu'un crime atroce est commis, il y a une sorte d'indignation générale pour le mépris, l'opprobre sur le criminel, mais dès que celui-ci est condamné, il ne devient plus criminel, mais il va devenir l'homme qui va souffrir en prison. Et à partir de là, au lieu de vouloir l'exécution intégrale de la peine, on décide d'avoir des aménagements. Mais je termine là-dessus. À la grande rigueur, j'admets tout à fait qu'on peut faire des grands partages en matière criminelle. Je séparerai radicalement les atteintes aux biens, même si je ne les félicite pas, entendons-nous, des agressions contre les personnes et des crimes sexuels. Là, évidemment, c'est un grand partage. On ne peut pas relâcher dans la nature avant l'heure des gens qui ont déjà tué, qui ont assassiné et qui sont à la fois victimes et coupables, comme dans la criminalité sexuelle. Françoise Legois. J'entends tout à fait ce que dit Philippe Bilger, il est très convaincant. J'ai l'impression que il faut là encore aller au cas par cas. On peut pas tirer de généralité de ce qui s'est passé à Bayonne. C'est un désastre, mais j'imagine quand même qu'il y a des criminels, même des crimes de sang. Je pense qu'il y a des criminels qui montrent aussi pas une forme de rachat, mais l'idée quand même qu'on peut les laisser sortir. Ce ne sont pas tous les gens qui ont commis des crimes de sang, si vous voulez, qui sont des récidivistes. Sinon, évidemment que la justice aurait changé depuis longtemps. Moi, la question, comme toujours, que vous posez, elle est provocatrice, comme disait Cécile, mais la justice est-elle trop laxiste? Je n'en peux plus, si vous voulez. C'est pas la question, c'est faut-il supprimer les remises de peine? Mais moi, je crois pas qu'il faille. Mais vous voyez, c'est de la dentelle, la justice. La justice, c'est de la dentelle. Alors, est-ce qu'elle est mal exécutée, la dentelle? Mais je crois quand même que globaliser et dire oui ou non, ça me paraît trop simpliste. Sébastien Ménard. Alors, je suis d'accord avec Françoise Degois. Moi, techniquement, je suis incapable de répondre. Je dis simplement qu'en tout cas, nous, ce drame nous a beaucoup touchés, puisque Bayonne, c'est une ville limitrophe de la mienne, où je suis élu. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que remise de peine ou pas remise de peine, si quelque part le bénéfice du doute avait profité aux victimes ou aux potentielles victimes, ce monsieur qui rentrait chez lui, qui était chez lui et il urinait devant sa maison, sur sa maison. Il rentrait chez lui et il les a croisés, et c'est à ce moment-là qu'il a été agressé à mort. Il serait vivant. Le sujet, c'est ça. Il serait vivant. C'est-à-dire qu'on a un père de famille qui serait vivant. Voilà. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est mort. Donc vous pouvez pas être d'accord avec moi, parce que moi je dis pas tout à fait ça. Non, mais je suis d'accord avec vous quand vous dites que la justice c'est de la dentelle. C'est ni tout blanc ni tout noir. Je dis simplement que
c'est l'argument que j'ajoute modestement à votre démonstration, c'est de dire que le bénéfice du doute doit profiter aux victimes et potentiellement aux futures victimes. En l'occurrence, là, la future victime, elle est morte. Pierre-Marie Sève. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pense que, là, j'irais plutôt dans le sens de ce qu'a dit Philippe Bilger, la réduction de peine ou l'aménagement de peine, la réduction d'une peine de prison doit être une exception. Et je conçois tout à fait qu'il y ait beaucoup de criminels en nombre absolu qui se rachètent et qui ensuite ne poseront pas de problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la règle. Pratiquement toutes les peines de prison ne vont pas au bout. Pratiquement toutes. Ce qui est quand même dingue. Mais j'ai une question à vous deux qui êtes les vrais spécialistes. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement une question de matériel, pour vider les prisons, parce qu'on n'a plus de place? Est-ce que c'est pas ça, Philippe Bilger? Enfin, c'est un petit peu dangereux. Non, mais je pose une question. Je dis pas que c'est bien. Qu'est-ce que vous pensez? En partie vrai, mais je crois plutôt que c'est une philosophie pénale qui est perverse, de mon point de vue. D'accord, pardon, Pierre. Qui est elle-même une philosophie pénale qui est elle-même à l'origine de notre surpopulation carcérale, parce que c'est par cette idéologie anti-prison que nous ne construisons pas assez de prisons. Il y a beaucoup de programmes de prison qui ont été lancés. Je pense à le programme Chalandon en 86, qui a été réduit de moitié suite à une levée de boucliers. C'était sous la cohabitation. Mitterrand était président à l'époque. Il avait pris lui-même position contre ce programme de construction de prison. Mais l'argument de la place ne peut pas tenir face à... Mais je suis d'accord. Ça ne doit pas tenir. Ça ne doit pas tenir. Ça ne doit pas tenir. Mais est-ce que les choses peuvent changer? C'est quoi la pédagogie finalement de... Est-ce que les choses peuvent changer? Moi, j'entends souvent un argument, j'entends beaucoup les gens taper sur le magistrat qui a libéré cette personne-là. Mais j'aimerais quand même rappeler une chose. Dans le code pénal, il y a un article qui le dit. C'est la réforme Taubira en 2014, un article qui dit la peine de prison ferme sans sursis doit être le dernier recours. Donc ce ne sont pas que les magistrats. Non, mais ça veut dire que c'est juste quand même. Je suis pas sûr que ça soit juste. Honnêtement, on a tous les études en tête, et vous le savez très bien, puisque vous êtes quand même intellectuellement honnête, les études montrant que de toute façon... Non, mais c'est vrai. Montrant toutes les études, c'est pas simplement des études menées par les gauchistes, montrent qu'en réalité, la prison aggrave bien souvent les choses. Je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas. Alors, je peux vous donner un exemple. D'accord. Ok, c'est un vrai sujet. Je pense pas que c'est une opinion gauchiste. Je pense que c'est sociologique. Il y a un bon exemple, il y a l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont décidé, au début des années 2000, ils avaient un problème de surpopulation carcérale. Ils ont décidé de prendre le contre-pied de ce que fait la France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, on va en prison au bout de beaucoup de comparutions devant la justice. D'accord. On fait effectivement la prison en dernier recours. Et aux Pays-Bas, ils se sont dit non. La prison va être le premier recours, mais plutôt que de les envoyer pour des longues durées, on va les envoyer pour une semaine. Oui, ça je connais bien le système. C'est le pays du Nord, bien sûr. Mais voilà. Et les Pays-Bas, ils ont eu des résultats extraordinaire. En l'espace de 10 ans, tous leurs crimes et délits ont diminué de 25%. Ils ont fermé 30 établissements pénitentiaires en moins de 10 ans. Et aujourd'hui, ils louent les prisons. C'est quoi le système? C'est de dire on goûte à ce que ça va pas être. On met un stop immédiat. On met tout de suite un stop, une expérience désagréable qui est la prison. Sébastien Ménard veut réagir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut moins de laxisme. Ça veut dire qu'il faut moins de laxisme. Non, c'est pas. Je pense pas que c'est un problème de laxisme. Je pense que c'est un problème de système, c'est un problème de pensée. C'est-à-dire que on considère que la prison c'est la pire des punitions, donc on ne l'inflige qu'en dernier recours. On ne l'inflige pas à contre-temps. C'est ça le problème dans notre système français. On l'inflige souvent trop tard. Alors que parfois il serait plus sain et plus efficace d'éditer 15 jours, même pour un mineur entre 16 et 18 ans ou un majeur de 20 ans, pendant 15 jours, un mois, et après on est tranquille. C'est souvent la justice ordonne de la prison beaucoup trop tard. La solution, ce serait quoi, pour ceux qui nous écoutent, de dire finalement c'est quoi? C'est une prise de décision du ministre? Ce que nous préconisons, c'est de supprimer toutes les possibilités d'aménagement de peine, à l'exception d'une, qui est la réduction supplémentaire de peine, qui est une réduction de peine qui se fait en fin d'année, qui peut aller jusqu'à... Actuellement, c'est 6 mois par an. Nous, on pense qu'il faut la baisser à 2 mois par an. Vous imaginez, 6 mois par an, c'est la moitié de la peine. Sachant qu'à la moitié de cette peine divisée par 2, on a la libération positionnelle qui commence. Et en plus, il y a les cumuls de peines qui se font. Quand quelqu'un prend 5 ans, plus 3 ans, plus 2 ans, il ne fait pas 10 ans, il fait 5, parce que c'est la peine la plus lourde qui est prise en compte. Donc on pense qu'il faut tout réduire à 2 mois au maximum. De la globalisation, alors que vous êtes d'accord pour dire que c'est de la dentelle. Je ne comprends pas votre système. Non, on ne fait pas de la globalisation, on réduit le laxisme. De dire qu'on peut diviser toutes les peines
une. En fin d'année, on les divise par 2. Nous, ça nous semble beaucoup trop. Oui, nous, vous êtes le premier à reconnaître que nous ne sommes pas capables de démontrer aujourd'hui que les gens qui ont eu des réductions de peine ont recommencé à commettre des crimes de sang. Donc, c'est pas parce qu'il y a un fait divers tragique à Bayonne qu'il faut changer l'ensemble. Moi, je trouve ça complètement dingue. Pardon, quand même. je la ramène jamais, mais moi je suis assez binaire. J'estime que quand quelqu'un a été jugé pour prendre 7 ans de prison, c'est qu'il estime que le fait dont il est l'auteur mérite 7 ans de prison. Mais les gens évoluent, Cécile. Mais la prison, c'est pas la c'est 20 ans de prison, le viol en réunion. Il a été condamné à 7 ans, il encourait 20 ans. Il en a fait 3. Mais on prend ce cas qui est terrible, mais vous pouvez pas passer, on peut pas changer une règle. Non, mais il y en a plein. Alors, il y en a plein. 4 prisons. Attendez, j'ai une autre statistique. 4 condamnés à de la prison ferme sur 10 ne mettent jamais les pieds en prison. Ils ont été condamnés à une peine de prison ferme sans sursis. Ils n'y rentrent même pas. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pour une fois, je vais donner quelque chose de personnel. Ma tante a été assassinée de 17 coups de couteau. Il a pris 8 ans, il est sorti au bout de 3 ans. Pardon de vous dire que... Est-ce qu'il a récidivé ? Ah mais je sais pas. Non mais je pose une vraie question, mais bien sûr. Mais la justice n'est pas la vengeance, c'est pas une vengeance. C'est normal. Pour 17 coups de couteau, c'est pas cher payé. Non mais là je vous rejoins, François. Il y a des meurtres et qui ne sont pas forcément source de récidive. Et il y a des meurtres qui sont purement ponctuels, atroces. 17 coups de couteau, les enfants. Qui décide c'est pas un coup de couteau, c'est 17 coups de couteau. Je vous pose, messieurs, une question, puisqu'on a affaire à deux spécialistes. Est-ce que la personne qui décide d'aménager des peines ou de libérer un condamné, est-ce que cette personne décide seule ? Est-ce qu'il y a une commission ? Parce qu'on parlait justement, on disait que la justice, c'est compliqué à comprendre. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Il y a une commission, il y a un avis, mais là en l'occurrence c'est le juge d'application des peines qui décide, qui est seul, qui a l'avis de plusieurs. Alors je sais plus qui est dans la commission. Il y a le procureur, il y a l'agent des services de probation d'insertion. Il y a pas mal de, il y a un avis consultatif, mais c'est le juge d'application des peines seul qui décide de ça. Merci beaucoup à Marie-Pierre, Pierre-Marie-Sève. Ça fait longtemps. Dans l'ordre. Vous aviez dit que vous étiez binaire, on vient d'apprendre qu'il l'était peut-être pas. J'apprends moi-même des choses. Directeur de l'Institut de la Justice. On va l'appeler Yel. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger.